Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de Débat court. Nous voici à la 4e saison et je vous remercie à la fois pour votre fidélité mais également pour vos commentaires et vos questions, même si ce n'est pas directement sur la chaîne. Nous recevons des mails, nous recevons des appels et cela prouve que du coup nous déclenchons la réflexion que nous voulons déclencher par ces émissions. Alors, notre premier thème pour cette émission sera une jeunesse qui se réveille. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une espérance? En tout cas, ce sont des jeunes électeurs. Et Mélenchon, comme Bardella, comme des imams ou des prêtres, même le président de la République, sont au rendez-vous de tout ce qui est réseaux sociaux et même TikTok et essayent d'influencer, bien évidemment, ce petit monde qui est la jeunesse. C'est une cible qui motive bien évidemment les politiques, mais également les religieux et aussi l'idéologie ou la géopolitique. Nous pensons notamment au respect de l'environnement. Alors, cette jeunesse fait peur. Elle est dans la rue, elle renverse les voitures, ils ont à peine 13 ans quand ils crament des bagnoles, cassent les vitrines. Il y a des coups de couteau, des poignards et des règlements de compte entre jeunes, entre 14 et 18 ans. Et en parallèle, nous avons un grand nombre de jeunes qui croient en l'avenir de la planète, qui font tout simplement des mobilisations pour pouvoir répondre aux besoins de ce qui est de l'environnement et de l'écologie de notre planète. D'autres ont un élan plutôt engagé, notamment sur le plan spirituel. Nous voyons par exemple ce fameux pèlerinage traditionnaliste de Chartres qui compte dernièrement 18 000 marcheurs et 26 000 participants. Nous nous souvenons, il y a même pas un an de cela, des JMJ avec le pape François, mais nous voyons aussi le réveil de tous les jeunes, notamment dès qu'il y a le G7, le G20 qui se réunit. Voilà. Est-ce que tous ces jeunes sont généreux, utopiques ou alors idéalistes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on entend beaucoup parler d'eux et ils savent eh bien faire en sorte qu'on parle d'eux. Alors on en a au milieu de nous quelques échantillons et puis nous avons également nos fidèles invités. Je dis fidèles parce que nous retrouvons 3 invités dont on peut dire un dinosaure puisque Yann de Cacrès, directeur d'établissement scolaire, est à nouveau avec nous pour une nouvelle saison. Et ravi d'y être. Merci Yann. Nous avons aussi également Jérôme Bloch qui nous avait donné un débat plutôt houleux sur l'éducation et l'identité des professeurs. Auteur de ce livre Westworld, j'espère que Westworld, voilà, donc édité à Atlante, le labyrinthe de l'esprit. Jérôme Bloch, ravi de vous retrouver. De même. Alors vous êtes professeur des écoles. Oui, tout à fait. 2e année, hein. Depuis 2 ans. Voilà. Alors qu'avant vous étiez professeur en supérieur, hein, dans l'enseignement supérieur, supérieur, à l'université, et puis dans des écoles privées d'enseignement supérieur. Vous voilà donc avec des petits bouts de chou. On va essayer de comprendre cette démarche. Elle m'impressionne autant que notre très cher confrère qui a été assassiné, Dominique Bernard, qui avait tout pour pouvoir être en école supérieure et qui avait choisi, eh bien, d'éveiller et de former des collégiens. Donc voilà, je veux comprendre par votre présence ce monde des professeurs hautement diplômés et qui ciblent un âge qui correspond pas finalement à une carrière comme on aurait pu le croire. Et donc voilà, je veux découvrir. Tarek! Alors Tarek est à nouveau avec nous, producteur et réalisateur. Donc Tarek, bonjour. Un grand passé aussi avec les prisons, oui, avec une jeunesse. Voilà. Donc bienvenue. Nous avons 2 jeunes garçons. Alors bon, il y a Clément de Serran, oui. qui est étudiant en informatique. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis même chef d'entreprise. Oui, c'est ça, fondateur d'une agence web, la C-Web Agency. D'accord. Voilà. Alors ça c'est génial parce que vous êtes là et on va avoir l'occasion avec vous de découvrir un petit peu cette jeunesse qui devient très vite chef d'entreprise, oui, de petites start-up. C'est comme ça qu'on dit. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Alors nous avons Joseph Kourou qui est lui un personnage dans
je dirais quand même, on peut le dire, dans le monde plutôt chrétien et d'étudiants, connu comme le loup blanc, tout le monde vous voit partout, et donc vous êtes un peu présent dans plein d'activités, plein de mouvements, et c'est intéressant de voir cette dimension universelle. Donc Joseph, bienvenue. Alors, ma question va commencer. Est-ce que nous, les adultes, nous devons nous armer et nous préparer à combattre contre les jeunes? Ouf. Jérôme. Non, évidemment non. On dit que bon, la jeunesse, c'est notre avenir, et je pense que la jeunesse du 21e siècle est armée peut-être même plus que nous pour comprendre ce monde qui est de plus en plus complexe, qui avait déjà été évoqué dans les années 80, me semble-t-il, par Frederick Jameson dans La postmodernité et la totalité comme complot. C'est-à-dire que plus nous sommes dans un univers de réseau, plus nous sommes dans un univers mondialisé, plus on a des difficultés à appréhender le monde tel qu'il existe. Et c'est vrai que les jeunes qui sont hyper connectés, et c'est quelque chose qu'on pourrait critiquer par ailleurs, qui sont nés et biberonnés avec des technologies que nous, on a vu voir émerger et qu'on maîtrise moins qu'eux, sont peut-être plus armés que nous. Après, ce qui est, pour reprendre le titre, Danger ou Espérance, ce qui est inquiétant, aujourd'hui, c'est que face à cette, de mon point de vue en tout cas, peut-être que mes confrères ne seront pas d'accord et vous-même non plus, mais face à ce monde extrêmement complexe, on est en train d'assister à l'émergence de solutions qui sont simplistes et voire totalitaires. Et moi, ce qui me fait peur actuellement, donc là, je vais évoquer déjà les dangers et puis peut-être plus tard Oui, oui. l'espérance pour pas monopoliser la parole. Ce qui me fait peur, c'est que effectivement, je trouve que depuis quelques mois, voire peut-être quelques années, avec la multiplication des réseaux sociaux, le fait que tout le monde puisse prendre la parole à tort et à travers, puisque quand on a à l'époque, enfin il y a un certain temps, quand on voulait s'informer, on passait par des réseaux traditionnels, la presse, où il y a des comités de lecture, où il y a une rédaction, où chaque article qui est publié est pesé, fait l'objet de débats avant même d'être publié. Là maintenant, on est justement à l'époque de TikTok, à l'époque de X, à l'époque de bon, Facebook, c'est déjà daté maintenant pour la jeune génération. Tout le monde donne son opinion et cette opinion n'est pas forcément, comment dire, pertinente. On est dans l'émotion, à votre avis? C'est plutôt ça? Oui, Dans l'émotion, dans la pulsion, comme tout jeune qui répondent un peu de manière pulsive et par l'affect à certains domaines. on est dans la pulsion et on est dans la réponse immédiate à l'impulsion. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui savent très bien manier les réseaux sociaux et qui remettent plutôt sur le devant de la scène des thématiques qu'on espérait avoir vues. Alors ça, c'est intéressant de voir que effectivement il y a un risque que tout le monde parle et pas forcément sans réflexion. Mais Mitterrand s'était retrouvé avec un jeune représentant des jeunes qui était, si je ne m'abuse, Balavoine, c'est ça, hein. Et il avait provoqué carrément le président de la République en disant écoutez, moi je suis un jeune, on ne supporte plus ce qui se passe, etc. Je sais pas, Yann, vous devez vous en souvenir, mais ça a été quelque chose d'assez choquant à l'époque. Aujourd'hui, c'est mignon. Oui, voilà, on a changé d'époque, clairement. On voit bien que tout le monde interpelle tout le monde sur tout. Et on ne cherche plus la vérité, on cherche simplement à faire des coups médiatiques. Bon, je pense que ça va avoir un temps, et puis j'espère qu'on va revenir à plus de raison. Mais ce qui est inquiétant, c'est que on voit bien à travers les publications qui sortent, je pense par exemple à La Fabrique du Crétin ou à un certain nombre de publications de ce type-là, on voit bien que certains auteurs s'émeuvent du fait qu'il n'y a plus de transmission de la culture. Et ça, je pense que c'est le véritable danger. Il y a des espérances, certes, mais il y a un vrai danger de voir disparaître toute une forme de culture. Je pense par exemple à la lecture, à tout un apprentissage de la culture qui disparaît assez rapidement. Et même, on pourrait aller jusqu'à l'orthographe. Par exemple, l'orthographe qui, même chez des gens
dont on peut penser qu'ils ont les bases pour écrire correctement, Ben oui. apparaît comme totalement suranné. Je me sens un petit peu visé parce que dans ce contexte d'émission, mon texte était bourré de fautes d'orthographe. Joseph, il commence bien. Joseph, tu peux me dire un petit peu si tu es entouré de jeunes qui, eux, veulent garder un certain patrimoine du passé, mais l'imposer complètement. Est-ce que vous tenez compte de ce qui se passe dans l'avenir? Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu le décor dans lequel tu évolues et tu deviens un peu l'ambassadeur d'une certaine jeunesse? Alors écoutez, moi je suis chez Arcade dans le pôle communication. Donc c'est une association qui existe depuis 2020 et donc cette année pour la 5e saison, on prend des jeunes, des volontaires entre 18 et 30 ans qui partent sur des chantiers, restaurer des églises et des vieux châteaux. Voilà donc on est logé soit chez l'habitant, soit sous la tente et le matin on fait des travaux et l'après-midi, bah, on va tisser du lien avec les habitants donc voilà, donc participer à la fête du village, déjeuner avec le maire, donc voilà, donc il y a beaucoup de rencontres qui Mais se fait alors, là. quel est le fond, justement? Pourquoi faire ça? Parce que c'est sympa de se retrouver entre potes et copines et sous la tente et restaurer des églises et des châteaux. Pareil, pas d'intervention rapide. Ou alors, il y a quelque chose. C'est important cette relation avec des gens qui paraissent du coup extraterrestres parce qu'ils habitent dans la campagne. Oui, moi je trouve que c'est important parce qu'ils ont chacun une histoire. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aller voir des vieux châteaux, on peut sortir, on va pas à la plage, on pourrait partir en vacances pendant une semaine à la plage avec des copains. Et donc là, c'est des vacances qui ont du sens. On a, Jérôme, là, un petit monde qui utilise les réseaux sociaux, mais pour laisser passer un message quand même un peu plus costaud. On retrouve ça aussi avec ceux qui défendent l'environnement. Euh, Vous faites une distinction, du coup, sur les jeunes qui répondent de manière pulsive ou généreuse? Oui, bien sûr. En fait, moi, si je résumais un peu mon point de vue, je pense que on a un vivier de talent auprès de la jeunesse qui demande qu'à être exploité, mais qui est constamment tiré vers le bas. Et ce Par n'est pas qui? par nos politiques, enfin par certains politiques qui instrumentalisent justement ces réseaux sociaux. On en a parlé en off tout à l'heure. Par ce qu'on appelle les influenceurs qui en fait s'inscrivent dans une démarche purement mercantile et là encore peuvent dire tout et n'importe quoi en fonction de ce qu'on leur offre comme en fonction d'intérêts qui seraient pas des intérêts propres à une culture humaniste, vous voyez. Et donc je pense que effectivement il y a un vivier d'intelligence, de talent qui n'attend qu'à être mobilisé. Et je trouve que depuis quelques mois, comme je vous l'ai dit, ou quelques années, on est en train de voir le pire de ce que peut produire justement cette société de la communication auprès d'une jeunesse qui manque parfois de repères dans un monde très complexe. On a Tarek. Tu as rencontré des gens, des jeunes qui étaient en prison. Et bien sûr, on en parlera dans d'autres émissions encore, mais ce que je veux je veux mettre le doigt sur quelque chose de très clair. C'est ces jeunes ont raté quelque chose, et là ils sont face à toi avec des projets Non, artistiques, c'est pas eux etc. qui ont raté, c'est la société qui a raté. Quand tu as moins de 18 ans, c'est Enfin, les il y a un années moment 80. donné, il est quand même responsable d'avoir cassé une baraque hein, ou une bagnole. Je suis pas convaincu. Moi, je suis plus de l'école qui dit que s'il a atterri là, c'est que quelque part, il y a un parcours de vie qui... En fait, je pense que l'État ne s'implique plus assez dans l'éducation des gosses. Ouais. Ça, c'est... après, ça peut être un peu bolchevique comme vision des choses, mais Non, pour non, moi, mais c'est juste. l'État ne s'implique plus assez dans l'éducation des petits. Et Tu parles plus de la banlieue dans ces cas-là? Tu penses surtout en à la fait, banlieue? oui, on n'investit plus assez dans l'enseignement étatique. Il n'y a pas de miracle, hein. On a ce D'accord. qu'on paye. On a ce qu'on paye. On a un retour sur investissement Donc, à tu as hauteur ces jeunes-là qui d'investissement. arrivent, ils sont quand même brisés. Alors, ils sont responsables ou pas? Là, le débat, on pourra approfondir ça. Comment tu fais pour finalement les remettre sur des rails, de découvrir qu'ils ont un potentiel et qu'ils peuvent faire quelque chose d'excellent? En fait, on essaye en les laissant déjà s'exprimer. Parce que moi, ce qu'ils faisaient avec moi, ils faisaient des films. Et le fait qu'ils racontent leur histoire,
ça les libère de quelque chose qui était ancré, d'un blocage, parce que c'est des jeunes qui ont souvent un problème de communication. Ici, qui a recours à la violence? C'est celui qui ne sait pas communiquer avec les mots, ou qui ne sait pas communiquer son affection. Tu sais, comme les petits qui tirent les couettes des filles dans la cour d'école, tu vois. Ouais. Et par exemple, moi, de ce côté-là, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Et même à échelle plus grande, à échelle politique, et je vais un peu faire du Bourdieu là, mais en fait, on avait dit la même chose de la télé à l'époque. Mais la seule différence, c'est que la télé ou les journaux, c'était un monopole bourgeois et que tout le monde n'avait pas la parole. C'est vrai que le niveau, et du coup, était mieux parce qu'il y avait un comité de lecture derrière et qu'il y avait un minimum académique Ouais, mais pour alors là, il assurer. y a une petite fiction, parce que tu avais quand même, en tout cas dans les années 70 et Oui, 80, il y avait très aussi les honnêtement, journaux. la télévision, heureusement, était devenue un outil commun pour tout le monde. Bah oui, oui, Voilà. Mais il y mais ça avait papa restait et maman qui bourgeois. étaient, oui, mais il y avait papa et maman enfin, Marcel au fond de la ferme que moi j'aime, il n'est pas forcément de sensibilité bourgeoise quand même, hein. Ouais, Hmm. mais qui décidait, qui étaient les rédacteurs en chef? C'était à Paris. Par exemple, Hmm. en France, c'était à Paris. Et pareil dans le monde, parce qu'il y avait un capital investi, il y avait une hiérarchie, alors que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de hiérarchie et tout le monde a le droit à la parole. Ça génère Ouais, beaucoup de poubelles, ouais. mais ça laisse aussi la place à tout le monde. Ce qui n'est pas mal. On reviendra sur la réaction des jeunes. Clément, comment tu perçois, avec en plus le monde de l'informatique, Ouais, là, tu es développeur, donc tu vois ce monde et là, les jeunes sont fascinés par bien sûr. ça. Ouais. Comment ils s'en servent? Bah, on pointe souvent du doigt l'outil, comme quoi c'est l'outil qui est mal, mais c'est la manière de s'en servir. Comme tu le disais, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'exprime. Des gens qui vont avoir des idées positives comme des idées très négatives. Ça, en fait, je pense que les réseaux sociaux ont mis la lumière sur des problèmes qui existaient avant, mais qu'on ne pouvait pas expliquer, que la télé ne pouvait pas non plus expliquer parce qu'on était sur des moyens limités. Et donc aujourd'hui, en fait, on met en lumière des problèmes dans la société qui sont là depuis déjà très longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout explose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui a peur. La jeunesse qui est dans la rue, qui casse des voitures, elle a peur. La jeunesse qui est chez elle et qui a peur de se faire agresser dans le métro, elle a peur aussi. Toute cette jeunesse, en fait, qui est séparée en deux, a peur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les problèmes de la société qui sont là depuis trop longtemps sont mis en lumière. Alors après, effectivement, là, à nous d'utiliser peut-être de manière intelligente ces réseaux sociaux. On a, avec les médias, la possibilité de mettre en avant, par exemple, le patrimoine, comme le disait Joseph tout à l'heure, de mettre en avant l'art, de mettre en avant des belles choses. Et je pense que, effectivement, il faut que nos jeunes, dès l'école, soient éduqués à cette utilisation des réseaux sociaux, soient éduqués à garder peut-être certains propos de haine de côté, parce que c'est comme on parlait du harcèlement à l'école. Ça, c'est le harcèlement, quand on regarde au collège, c'est une calamité. Alors justement, le harcèlement, Et c'est Yann, pareil sur les réseaux sociaux. est-ce que dans les écoles classiques, comme celle que tu diriges, on a cette question du harcèlement qui est due à une peur, la peur de l'autre, la peur d'être... Alors, la question du harcèlement, elle est assez complexe, hein, parce il peut y avoir beaucoup de facteurs qui jouent. Mais je pense que la première chose qui joue, c'est quand même le fait que tout le monde ait accès à des outils qui font qu'il n'y a plus de séparation entre la période où on est à l'école et la période où on est à la maison. Et donc, on peut très bien communiquer avec les copains de l'école quand on est à la maison et dans certaines écoles, communiquer encore sur les réseaux sociaux à l'intérieur même de l'école. Et je pense que là, il y a une vraie problématique, c'est que plutôt que de réfléchir, eh bien, on va balancer un texto, balancer un... Et donc là, il y a plus de possibilité de maîtriser de la situation, maîtriser parce la qu'on situation. voilà. Et c'est un peu ce que disent les élèves actuellement, c'est que si on les coupe des réseaux sociaux, eh bien, ils sont plus rien. Et ça, je crois que c'est un vrai danger. Et je voudrais aller vers l'espérance en parlant d'une initiative qui me paraît vraiment intéressante. C'est l'initiative, par exemple, du Puy du Fou en Vendée, où on voit 4000 jeunes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui sont mobilisés autour d'un projet. Et à ce moment-là, ça devient une vraie espérance. D'accord? Mais tous ces jeunes qui vont jouer tous les vendredis, samedis soirs à la 6 décennies du Puy du Fou, eh bien, ils ont trouvé un objet à leur passion qui sera vraiment porteur. Et on parlait tout à l'heure en introduction des JMJ ou du pèlerinage de Chartres. Je crois que c'est ça le principe, c'est de trouver un élément fédérateur
qui soit véritablement quelque chose d'intelligent. Est-ce que ça prend dans les réseaux sociaux tout ce que toi, Joseph, tu vis, ce que partage Yann, ou même ce qui peut-être sortir des prisons et être un témoignage de ce qui peut exister quand on répare ou on restaure? Est-ce que dans les réseaux sociaux, ça prend? Ou est-ce que c'est plutôt le négatif qui prend? Je sais pas. Bah, quand on rentre des JMJ ou du pèlerinage de Chartres, alors les photos de ces événements sont inondées sur les réseaux sociaux. Mais les Et vôtres, oui, la seule petite famille du réseau, mais est-ce que ça explose? bah, ça explose un petit peu parce que nos amis Ouais. se disent bah, t'étais au Portugal, pourquoi Ouais, t'as ouais. vu le pape? Donc ça, on nous pose des questions, donc là ça permet de dialoguer, etc. Et pareil pour le pèlerinage de Chartres, qu'est-ce que tu fais pendant un week-end, marcher 100 km dehors, sous la pluie? Y a-t-il une agressivité, du coup, pour le public qui comprend pas et qui voit Ça ce monde dépend. des jeunes qui est pas leur monde? Bah, pour, en tout cas, du cas des JMJ, non. Pèlerinage de Chartres, je pense pas non plus. Au contraire, il y a eu Ah, il une. y a eu beaucoup de drapeaux avec fleurs de lys et double bastringue quand même, hein. Oui, c'est vrai que bon, le drapeau fleur de lys sur les réseaux sociaux, de toute façon, vous le mettez, vous êtes catégorisé comme facho. Ça, c'est un fait. Mais pour les JMJ, c'était très différent. Moi, quand je suis rentré des JMJ et que je suis allé voir bah, mes amis qui sont à l'école et qui sont pas forcément chrétiens ou pas du tout pratiquants même, ils étaient intrigués par ce qui se passait. Ils se disaient, mais attends, mais comment ça se fait que vous étiez autant allé voir le pape? Comment ça se fait? Et en fait, c'est aussi, ils ont vu ces images que j'ai repartagées, que plein d'autres ont repartagées. C'était plus une intrigue et une curiosité, quelle que soit la sensibilité des gens en face. Et il y avait quand même une certaine, on va dire, ouverture des gens face à ça. Et en fait, bah, effectivement, après, c'est un moyen, en fait, aussi, bah, soit en tant que chrétien d'évangéliser, soit aussi de, voilà, de divulguer un message Jérôme, est-ce que positif. ce nouveau contexte nous permet peut-être de, pas canaliser, mais de permettre à la jeunesse d'échanger et de commencer à prendre un chemin d'espérance? Oui, en fait, internet est à l'image de nos sociétés. On va trouver, tous les cas de figure. Moi, si je mets en balance, ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif dans l'usage d'internet par la jeunesse, puisque c'est notre sujet, je pense que le négatif pèse quand même largement, plus que le Plus. positif. Le négatif Ah, je suis pas qu'on d'accord du évoque tout. Alors, Enfin, pour moi, on dit souvent un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et moi, c'est l'impression que j'ai avec les réseaux sociaux. Mmh. On a quelques haineux sur Twitter ou sur, bah, sur X maintenant ou sur Instagram qui vont balancer à fond justement, se dire ouais, il y a des extrêmes qui se battent, on s'insulte de tous les noms. Mais il y a beaucoup de gens derrière en fait qui se taisent et qui le jour ils partagent quelque chose, c'est quelque chose de positif. Mmh. Et donc effectivement en fait le mal se voit plus que le bien malheureusement. Mais moi j'ai l'impression plus que c'est comme ça que ça se passe. Et forcément le contexte aujourd'hui politique aide pas la chose. Hein. Mmh. Ouais, Mais c'est par une Dans par une sorte exemple de sorte de minorité terre aussi. visible, genre c'est une Mmh. minorité, C'est une minorité, voilà. mais on voit toujours les c'est quand même minorités. des extrémistes qui quand même font beaucoup de bruit. Beaucoup. Enfin, je suis désolé. Ouais, de toute façon, c'est le On principe voit aussi, bien hein, que moi des j'ai eu extrêmes. des élèves qui étaient des musulmans vraiment modérés et cool et qui se sont radicalisés complètement par les réseaux sociaux. J'ai des moments où il y a dans les réseaux sociaux des discours qui n'ont plus rien à voir avec la tradition et le passé et qui sentent très mauvais le nazisme et le fascisme. Et j'ai aussi la haine de la France, la haine du blanc qui est en train de surgir dans les réseaux sociaux. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis un peu d'accord avec Jérôme, il y a quand même un gros poids. Est-ce que c'est plus comme un abonnement? Est-ce qu'il y a une fidélité dans les réseaux sociaux d'un certain public et l'autre qui laisse tomber? Est-ce qu'il faudrait peut-être s'impliquer davantage, être beaucoup plus militant Il y a des chiens. pour apporter quelque Je pense chose qu'il y de a des plus nuancé? chiens, désolé de l'image, mais il y a des chiens qui crient plus fort que d'autres. C'est la haine crie toujours plus fort que le bien. Oui, mais Il faut pas désespérer regardez, face à ça, je pense. depuis l'émergence de ces réseaux sociaux, on a de nouvelles formes de harcèlement, le cyberharcèlement, ça, qui est en c'est train de toucher vraiment, peut-être quand même une majorité d'élèves à un instant T. Ça peut être une petite insulte, une moquerie Ouais. sur une photo qu'on Ça publie. suffit, ça Et suffit ça, pour faire beaucoup de ça mal. suffit pour briser quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Je pense notamment Et là, il faudrait des ministres un peu plus stables et qui ne cherchent pas à être Premier ministre pour pouvoir Exactement. enfin appliquer la loi. Le cyberharcèlement, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est vraiment déployé à l'échelle du collège et du lycée. Un peu plus tôt, si vous prenez maintenant les élèves que j'ai, moi, en primaire, ce sont des élèves qui sont parfaitement intelligents, qui savent faire les exercices comme il y a 20 ans, sauf que ils n'ont plus de patience. C'est-à-dire que comme on leur met un téléphone à 3 ans entre les mains, qui regardent des vidéos sur YouTube et qui scrollent, il y a eu plusieurs études sur justement l'impact négatif du scroll auprès d'enfants très jeunes, ils n'ont plus de patience. C'est-à-dire que lire un énoncé et prendre 5 minutes, même pas 5 minutes,
30 secondes, 45 secondes pour le comprendre, c'est trop. compliqué. Il faut avoir une réponse tout de suite. Il Bien faut sûr. qu'on est tout le temps dans l'instantanéité. Donc ça, c'est Ouais. négatif chez les petits, chez les adolescents. Ouais. Chez les adultes, on évoque là le contexte politique depuis quelques années et plus particulièrement depuis quelques mois. On a des hommes et des femmes politiques qui, par cynisme, par pur cynisme, sont en train de ressortir justement des idéologies totalitaires. L'antisémitisme, depuis que Jean-Marie Le Pen n'est plus vraiment en fonction, on avait peu de sorties antisémites. Là, c'est remonté. Ouais. L'islamophobie, on a des messages islamophobes tous les 4 matins. Dès que vous vous connectez, même si vous ne suivez pas ces comptes, vous êtes envahi de ces messages Et négatifs. on a aussi tout ce qui est calomnie. Alors, on en parlera pour tout ce qui est Mm. TikTok, etc., dans une de nos émissions, et surtout ce mouvement du scroll. Mais ce qui est quand même très impressionnant, c'est de voir que des élèves qui, en général, mentent ou exagèrent, bon, on désamorce la chose avec une rencontre avec les parents, etc., ou peut-être un petit conseil de discipline si c'est nécessaire, si ça doit aller jusque-là, mais on arrive à arriver à la vérité. Alors que quand nous avons des enfants qui, en dehors de l'école, vont commencer à toucher les réseaux sociaux et racontent des choses fausses, à ce moment-là, nous avons des professeurs qui sont mis en danger. On a encore 15 jours par rapport à cette journée d'enregistrement. On a, il y a même pas 15 jours, encore des professeurs mis en danger et protégés parce qu'ils sont menacés. Et en plus, ce sont des élèves qui ont raconté n'importe quoi. Mais par contre, l'information et la désinformation a été envoyée sur les réseaux sociaux. Et il n'y a plus de maîtrise. Comment fait-on pour maîtriser tout ça? C'est ça le problème, c'est que nous ne sommes pas l'ensemble des enseignants, à part quelques spécimens, ne sont pas formés à ce genre de choses et donc se retrouvent complètement démunis vis-à-vis de ce type d'agression. Et on voit bien que une des choses qui fait qu'il y a une baisse de fréquentation des écoles normales, des formations d'enseignants, c'est justement cette idée qu'ils ne seront pas protégés et que donc ça devient dangereux de s'engager dans le métier. Hein, il faut voir que actuellement, on a quand même un niveau de recrutement des enseignants, en particulier dans le primaire, qui est totalement inquiétant. Et on ne trouve plus de professeurs. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en trouve plus? Parce que les risques deviennent trop importants par rapport aux réussites. Et Y a-t-il une autorégulation et une autogestion du comportement entre vous, les jeunes? Est-ce que vous vous corrigez et Oui, ça peut parfois arriver. vous dites, bon, tu arrêtes ça, c'est pas correct, tu ne devrais pas le Oui, faire? ça peut arriver, effectivement, mais je pense que, et comme beaucoup, on l'entend, maintenant les gens reprennent conscience, mais la jeunesse de demain, elle est formée à l'école et le berceau de la société aujourd'hui aussi se fait à l'école. Et les soucis qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a eu des erreurs dans l'école avant. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas du tout formés à ces réseaux sociaux à l'école. On est légèrement sensibilisé sur le harcèlement quand on est au collège et lycée, mais ça a été très minime par rapport aux choses que j'ai vues. Et aujourd'hui, on a trop minimisé pendant des années les réseaux sociaux et le cyberharcèlement qui aujourd'hui fait des dégâts incroyables, quoi. Incroyable, je sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'il faut vraiment que les jeunes, à mon avis, soient beaucoup plus éduqués à ça, quoi. Les parents sont-ils maîtres de cette situation? La jeunesse qui se réveille, est-ce qu'on est capable de maîtriser ça? dans les prisons, c'est intéressant de voir ce Bah, qui se passe. En fait, dans les prisons, tu te rends compte que, par exemple, il y a un projet de loi qui est la majorité numérique. Et quand tu bosses dans les prisons, tu te rends compte que en vrai, c'est une très bonne idée. Mmh. Ça peut sembler un peu comme du flicage, mais Ouais. empêcher, en fait, la majorité numérique, c'est quoi? C'est avoir un accès très limité à Internet et très régulé par des applications, peut-être même labellisé par l'État. Ça veut dire que tu donnes un téléphone à un moins de 13 ans Ouais, que mais s'il n'a accès qu'à Et tel c'est ou ce qui se tel on en passe en vient à prison, en supprimer fait. tout et à ne pas éduquer à utiliser. Non, C'est ça mais le en vrai, problème. oui, on peut faire même par exemple, il y a aussi un truc, il faut en parler, les réseaux sociaux, effectivement, vu que les plus petits et les plus petites ne sont pas éduqués et sensibilisés aux réseaux sociaux, il y a énormément de pédophiles dedans. C'est vrai. Il y a énormément de pédophiles et c'est des proies faciles parce que il met la photo de quelqu'un de leur âge. Il y a un documentaire qui est sorti qui est magnifique. Non, magnifique, c'est pas le bon terme, mais qui a piégé énormément de pédophiles sur les réseaux sociaux. Mais là, de toute Ça, façon, c'était on se hallucinant, sert hein. aussi dans toutes ces rencontres par les réseaux sociaux.
on se rend bien compte que c'est hyper dangereux. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, les derniers faits d'actualité sont marqués maintenant par une nouvelle forme. C'est des gars qui veulent être en rendez-vous avec d'autres et qui se retrouvent bastonnés par des petits jeunes qui sont pas d'accord. Mais je pense qu'avant, c'était la même chose, c'est juste qu'il allait toquer à la porte. Ah oui, c'est ça. Statistiquement, Ah oui, c'était la même chose, mais on oui, toquait à la porte. mais statistiquement et empiriquement, de mon expérience personnelle, Ouais. la violence n'a pas vraiment augmenté. Elle est plus visible. Mais ça, Ça, je suis d'accord. c'est vicieux. Du coup, elle est glorifiée. Ça veut Ouais, dire c'est qu'avant, quand on faisait la violence, on en avait un peu honte. Mais en même Mais temps, maintenant, on est un peu fier. En même Ouais. temps, Tarek, il faut quand même reconnaître que les faits divers se sont tellement multipliés, même s'ils sont plus visibles, ils se sont quand même multipliés dans des endroits où tu n'avais pas de faits divers comme ça. Moi, je suis désolé, dans mon patelin, dans mon petit bourg de campagne, Bouvron, qui est connu par tout le monde, bien évidemment, eh bien, tu as des faits d'actualité qui sont des faits divers. Jamais ça aurait eu lieu. Ouais, Et ouais. quand tu avais un drame avec un couteau ou une famille qui était massacrée, etc., parce qu'il y avait eu un drame dans une ferme ou je ne sais où, c'était rarissime et ça traumatisait tout le monde. Bah oui, mais il faut pas oublier aussi que la précarité s'est répandue dans des endroits où il n'y avait pas de précarité, où les gens, même s'ils n'avaient pas de pognon, ils mangeaient à leur faim. Et c'est il n'y a pas de miracle. La précarité engendre la violence, c'est systématique. Il y a la systémique. solitude aussi. Je trouve que tous ces réseaux sociaux nous laissent entrevoir, soi-disant, un monde de communication et de relations, et je crois qu'on n'a jamais eu autant de gens seuls Là, je suis que d'accord. depuis il y a les réseaux Là, je suis sociaux. d'accord. Jamais nous avons eu autant de gens qui n'étaient pas dans la vérité avec eux-mêmes depuis qu'il y a les réseaux sociaux. c'est Combien vrai. de personnes se présentent en vérité? Ils présentent un personnage et surtout sûr. le jeu des jeunes, c'est ça, c'est de l'acteur. Est-ce que dans un idéal comme vous êtes en train de le vivre tous là, les jeunes avec toi, Joseph, est-ce que vous n'êtes pas tenté de, au lieu d'essayer de guérir cela, de le fuir et de se dire bon ben nous on quitte le club et on va se faire plaisir et ceux qui veulent voir une autre joie, ils vont. Est-ce qu'il n'y a pas une démission? Clément, je vais poser la question. Je suis. Ouais, Je suis excusez-moi. pas à l'aise. Ouais, Ouais. désolé. Ça dépend, comment dire. Honnêtement, tu restaures des châteaux, tu vas avec des gars, tu te marres bien, Non, ouais. les réseaux sociaux ne sont plus ton problème. Oui, bien sûr. Mais alors, tu n'es pas en train de les fuir, justement? Bah, ça sais pas fait si une c'est- semaine. C'est une semaine où je laisse mon téléphone de côté, mais je l'aurai quand même dans les mains pour filmer. Je sais pas si c'est une Donc, fuite si du tu filmes, voilà, si tu filmes, c'est que tu veux apporter quelque c'est chose ça. après? Exactement. Et donc, je vais le partager après sur les réseaux sociaux en disant, bah, venez à Encore Arcade, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est essayer d'influencer les autres pour venir avec moi pour la prochaine fois. C'est pas, je laisse pas mon téléphone pendant tout le chantier une semaine à Paris. Et voilà, donc je l'ai Ouais, quand même c'est sur ça. moi. Je pense que c'est plus la démarche en mode, bah, venez avec nous, regardez ce qu'on vit, on peut vivre autre chose, quoi. Comment les professeurs gèrent-ils ce monde? Parce qu'un professeur, hein, Yann et Jérôme, nous devons rejoindre les enfants où ils sont pour pouvoir les élever. Comment fait-on? Comment articulons-nous notre action professionnelle et notre nouvelle attitude? Même si j'entends bien qu'il n'y a pas la compétence, etc. Ah. Moi, j'ai un vrai combat, c'est de dire aux parents d'arrêter de donner ce genre d'engin à leurs enfants. Mais je suis assez peu entendu, hein. Sur l'ensemble de mes élèves de sixième, par exemple, je pense que j'ai moins d'une dizaine d'élèves qui n'ont pas de smartphone, hein. Et donc, le combat est quand même assez inégal. Mais je crois qu'il faut qu'on martèle ça de façon un peu importante pour que les gamins soient préservés le plus longtemps possible. Notre ancien ministre Najat Vallaud-Belkacem disait, ben, puisqu'ils sont là, ces portables, utilisons-les comme moyen pédagogique. Mais quand on a des petits bouts de chou, c'est pas forcément cognitivement bon d'être Non. fixé sur l'écran. Évidemment, et puis Najat Vallaud-Belkacem a récemment proposé une mesure qui va complètement à l'encontre de cette position, puisqu'elle a dit qu'il fallait limiter comment dire, le débit de chaque Français à 3 gigas par mois maximum.
Voilà. Ouais. Donc on est loin de ce que, enfin c'est une proposition qu'elle a faite il y a quelques mois, mais qui n'a pas eu d'écho. Donc Bah oui. voilà. On passe un truc très libéral à la Corée du Nord, quoi. Ah bah oui, c'est la Corée du Nord, quoi. Tu regardes Mais les JT et tu fermes ça me semble, Internet. en fait, si vous voulez, ça me semble quand même assez pertinent sur certaines classes d'âge. C'est-à-dire, à partir du moment où on part du principe que le téléphone portable ne devrait pas être dans les mains d'enfants avant leur adolescence, avant leur puberté, ce vers quoi convergent toutes les études. Ça me semble quand même assez pertinent de dire, bah, par exemple, est-ce qu'on peut concrètement le faire? Mais ce serait pas, si on pouvait le faire, ce serait intéressant de légiférer pour dire, ben voilà, de la même Légiférer, manière mais oui, bah, en respectant la liberté quand même, je pense que c'est très oui, important. mais par exemple, les enfants, ils n'ont pas le droit d'acheter, par exemple, des jeux à gratter. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le droit d'acheter des jeux à gratter jusqu'à leur majorité. Bon, alors que à la limite, c'est moins nocif que d'avoir un téléphone portable à 4 ans et de regarder des vidéos complètement débiles sur YouTube. Je parle même pas des vidéos extrémistes ou je parle Ouais, ouais, vraiment des non, vidéos des trucs stupides, abrutissants, là. abrutissantes, voilà, Au Baby Shark et avilissantes, je compagnie. dirais Ouais, même, ouais. abrutissants et avilissants. Ben voilà, je pense qu'il y a quand même des mesures qui peut-être semblent un peu extrêmes aujourd'hui, qui le sembleront peut-être, enfin, mais qui me semblent nécessaires à mettre en place maintenant. Là, les effets du téléphone portable sur les jeunes enfants, on les connaît maintenant. Voilà, Oui, c'est vrai. on les connaît et comme vous le dites, les parents ne réagissent pas parce qu'ils ont leurs propres problèmes, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, il y a l'enfant qui hurle, bon, ils ont envie d'avoir 5 minutes de liberté, ils donnent le téléphone portable et puis les 5 minutes, ça se transforme en une demi-heure, en 1 heure. Donc on peut entendre qu'ils aient besoin de cette soupape de décompression, mais en fait, c'est une fuite devant ses responsabilités et c'est une fuite en avant. Et on a beau le dire, le répéter, sortir étude sur étude. Alors, Mais est-ce que justement de prendre ces mesures-là, ça serait pas l'État qui prend en charge le rôle que les parents doivent avoir dans la société? Ouais. J'avais une danger. fois ce débat avec vous sur la cigarette qui a été interdite dans la voiture. Ouais. Effectivement, sur le papier, c'est super, on protège les enfants, on protège les enfants de quelque chose qui est nocif, mais on entrave la liberté quand même des individus. On est quand même dans un pays qui Des s'est parents. battu des années pour cette liberté, et si on est en train de se la bouffer petit à petit par des mesures comme ça, qui sont certes sur le papier très intéressantes, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à limiter les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut déjà contrôler au moins l'âge des enfants avant qu'ils créent un compte sur Instagram, sur TikTok, etc. Déjà, si on limitait à 16 ans les réseaux sociaux, je pense que ça réglerait peut-être pas mal de problèmes déjà au collège. Mais il y a, Mais de il y a là, quand même des- devoir prendre le rôle des parents, je pense que bon, il faut peut-être sensibiliser les parents pour qu'ils puissent avoir ce bon sens de pas donner une tablette à un enfant de 4 ans dans le train. C'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui est totalement aberrant, je pense. Mais on ne peut pas non plus prendre le rôle des parents à 100%. Il faut qu'on laisse de la liberté. Il faut aux dire gens. un truc, c'est que les parents sont fatigués. Mhm. J'ai vu une recherche C'est ça. récemment, c'est que la classe moyenne est plus défavorisée, Mais on donne un livre dans ce cas-là. habite plus loin de leur boulot qu'avant, Ne sont pas présents à la Ouais. maison. travaille plus d'heures pour moins de niveau de vie. Du coup, à un moment, ils arrivent, ils sont lessivés, ils ont 1 heure pour faire le dîner, ils ont atteint. Et c'est vrai que c'est une solution de facilité, vrai que mais la- on ne peut pas les juger dans le sens Non. où le système est mal foutu. Et peut-être qu'une Et ils petite ont été mal, intervention ouais. de l'État, peut-être qu'une petite Je sais pas. peut-être, Ou une je suis assez sensibilisation, mitigé, au moins. je suis assez mitigé. Ouais. Mais peut-être que. Mais par contre, il y a une autre solution, si vous vous rappelez, à mon époque, les ordinateurs dans les écoles, il n'y avait pas de navigateur, il n'y avait qu'une encyclopédie et 3-4 raccourcis pour des sites Oui, c'est bien ça. définis. Peut-être qu'effectivement, que l'État force les fabricants et les opérateurs à faire des puces pour les plus jeunes qui n'ont accès qu'à certaines fonctionnalités. Ça, par exemple, Oui, ça effectivement. pourrait être une bonne solution. Ouais. Moi, je vois une difficulté aussi dans le fait que l'habitat, en tout cas en région parisienne, est quand même source de problèmes monstrueux. Là, j'ai une élève de 3e, pas cette année, mais l'année dernière, l'élève de 3e à qui on a pris son portable. D'accord? À partir de 21h, chez elle, elle s'est mise à hurler. Et les flics sont intervenus, les pompiers sont intervenus. Le lendemain, la maman est venue me voir pour me dire il faut que vous lui rendiez. Alors on peut dire c'est une démission des parents, mais objectivement, qu'est-ce qu'elle a comme autre solution? Bah oui, il peut rien faire. Elle n'a pas de Elle est solution. tombée dans une addiction, en fait. Voilà. Et donc, on voit bien que là, il y a Alors une moi, vraie problématique je l'entends, sociale. mais dans ces cas-là, quel est le danger? C'est l'addiction Oui, clairement. ou c'est l'instrument en tant que tel qui anéantit la personne humaine? Moi, on verrait un enfant addict parce qu'il a eu le droit de conduire une voiture sans permis de conduire à 8 ans, la voiture de son papa.
Mais comme il le fait tout le temps et que les parents sont d'accord et que le gendarme lui dit t'as pas le droit de conduire ta voiture, alors il va se retrouver le soir à l'hôpital où on va dire il est dit qu'il faut absolument lui rendre la voiture. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on ne croit pas que le téléphone portable est un danger. Oui, ça c'est vrai que Est un danger. il y a un certain nombre de parents qui n'ont pas encore conscience Non. du problème. Mais je crois que les moyens pour lutter sont quand même relativement Ils sont difficiles. très difficiles. Ouais. Et il y a aussi un autre problème, c'est la formation des parents. C'est-à-dire que les parents qui sont les parents d'aujourd'hui étaient déjà des enfants complètement abandonnés, seuls et avec pas forcément une vraie formation. C'est pour ça Pour qu'il être faut adulte. proposer d'autres projets comme ceux qui sont proposés par Joseph. Je pense que c'est ça qui peut les sortir, les gamins, de leur téléphone, de tout un tas de choses. C'est d'avoir des projets qui soient vraiment formateurs. Et on voit bien hein, qu'il y a quand même dans la jeunesse une volonté de retrouver une certaine authenticité à travers la marche quand on va pèleriner. Je pense par exemple à l'association Le Seuil de Ah notre oui. ami Yvon Rontard. Ouais. C'est des choses qui sont absolument formidables. On rééduque par le fait qu'on va marcher, qu'on va être pris en charge et qu'on va faire un effort. On On se va dépasse. avoir le Ça, sens on de va en l'effort. parler avec la Non, mais famille il y a aussi Toussaint. le rapport empathique. Je pense que les parents de maintenant, c'est les enfants de l'après-guerre Mhm. qui étaient déjà handicapés Ah non, 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 les sentimentalement. parents De de 68. maintenant, c'est pas les enfants de l'après-guerre, ils sont grands-pères. Ou non, Les c'est enfants, les enfants. oui. Les parents de maintenant, c'est ce qu'on appelle la génération Y. Oui, Moi, c'est je les les ai eus comme élèves. Hein. C'est les enfants Donc, de la ils sont- génération d'après-guerre. Oui, c'est ça. Mhm. Et du coup, c'est Non, une je suis pas génération qui vieux. était, qui était handicapée sentimentale. Et je pense qu'on perpétue le même schéma et il y a un je pense qu'il y a aussi un grand problème d'affection. En fait, je pense il y a un truc qui est là depuis l'ère industrielle où je pense qu'il y a moins d'amour dans les familles. C'est un peu niais, c'est un peu le monde des bisounours, mais il y a de moins en moins d'amour dans les familles. Et je pense que c'est ça qui fait des ados isolés, en vrai. On, Mhm. on, on ne donne pas forcément énormément le critère de l'amour réel, mais par contre, on va donner un critère permanent de réussite de l'enfant. Et la réussite de l'enfant n'est pas l'enfant aimé, mais l'enfant qui réussit Premier de la classe. matériellement, scolairement, etc. Et en fait, tout le monde se fait piéger. On est en train de formater des ordinateurs au lieu d'aimer des enfants. Ah oui, on a que des compétiteurs, on n'a plus de personnes qui cherchent leur bonheur Ouais. regarde par exemple un choix où il était enseignant en supérieur et il part chercher son bonheur là où il peut le trouver parce que ça lui parle, c'est une vocation, bah ça nous paraît tellement contre-intuitif alors que normalement ça devrait tomber sous le sens. On doit avoir peur des jeunes? C'est un peu ça la conclusion. Vous nous présentez quand même un terrain assez complexe. Est-ce qu'on doit avoir peur des jeunes? Non, il faut juste trouver les bonnes clés. Il faut juste donner les bonnes clés parce qu'en fait, on les a les clés. Mais il faut les donner au bon moment et le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous nous réservez, vous les jeunes qui, de temps en temps, partez au vert? Qu'est-ce qu'on vous réserve? Bah, partir un week-end ou une semaine et vraiment découvrir un métier, voilà, de l'artisanat, la maçonnerie, faire une charpente. Voilà, donc encadré par un professionnel pendant une semaine, quelqu'un qui donne de son temps. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir gratuitement et pour changer tout ça, quoi. Yann, tu en as vu des jeunes? On voit bien hein, qu'il y a une vraie aspiration d'une certaine jeunesse pour des choses qui soient plus authentiques. Hein, on voit des jeunes qui ont fait des carrières universitaires avec une licence de droit, qui vont d'un seul coup se dire bah, moi je vais devenir boucher, je vais devenir charpentier. Ils reviennent vers Ils les reviennent vers des choses qui ont du sens. qui ont véritablement du sens pour eux. Alors, c'est pas majoritaire, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui démarre et qui se passe. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites avec l'outil en main, par exemple, qui est une œuvre qui tend à essayer de faire rentrer le manuel dans l'école. Je crois que là, il y a vraiment des choses intéressantes.
Nous, depuis 3 ans, là, on est en train de faire reculer les tablettes. C'est-à-dire qu'on avait mis C'est les ça. tablettes depuis la 6e Je me jusqu'en souviens, on en avait terminale parlé et en on est en la train saison 3. d'évacuer les tablettes au fur et à mesure. Je Donc, pense que ça donc il va y a être, de l'espoir. voilà. Nos petits bambins tout mignons et tout, des bombes atomiques destructrices ou des bombes d'amour qui se préparent? Bah, les deux, mon colonel. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a un vivier d'intelligence qu'il faut cultiver. Et pour ce faire, il faut prendre des mesures qui peuvent paraître, à mon sens, enfin, c'est de mon point de vue, je pense qu'il faut prendre des mesures qui peuvent paraître à l'instant T un peu extrêmes, pour limiter l'impact néfaste de certaines technologies, mais pas que, de certaines idéologies. Il faut le faire maintenant. Pour que plus tard, on forme des citoyens qui vont mettre à profit une intelligence particulière qui, paradoxalement, aura été nourrie par ces technologies. Le fait d'avoir accès à un vivier d'informations gratuitement, constamment. Voilà, vous parlez de ce que, comment dire, du contexte qui peut conditionner des parcours de vie. Le numérique pourrait être quelque chose de bien plus positif. C'est-à-dire Oui, que, effectivement, ça pour peut les... les sortir de là. Exactement. On a accès à des livres gratuitement, mais autant faut-il qu'on ait envie de lire. C'est ça. Euh, C'est ça. voilà. Donc, Alors, on aura l'occasion de le réaborder. Ils sont brisés en 1000 morceaux, ils passent en prison ou en maison éducative fermée, Centre de là, protection centre, voilà, sociale. protection sociale. De l'espérance quand même après? Franchement, parce que moi j'ai fait les adultes aussi, pour les jeunes, on a un plus petit taux de récidive. Du coup, ce qui est un peu notre indicateur, ça veut dire qu'ils ne reviennent pas tous. Mais il y a ceux qui sont déjà habitués de la maison à un moment, tu vois, et là, il y a plus d'espoir. Mais tout le système, tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais tout le système pénitentiaire découle principalement de la logique punitive des monothéistes, et il est à revoir. Ça n'a jamais sauvé C'est personne. à réviser. Alors, il y a tout simplement une chose qu'il faut retenir. Moi, je vous partage ma conviction aussi avec les vôtres. L'enfant et le jeune est universel et il est surprenant. Il peut être complètement brisé et un mois après, par tout simplement de l'amour et de la considération envers lui, peut y répondre et honorer cet amour. Je pense que nous aimons notre jeunesse, nous en ferons un peloton d'espérance. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Et ce n'est pas un guili-guili l'amour. L'amour est exigeant, il sait dire non, il sait dire oui. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir eu ces différents acteurs dans notre émission et sur notre plateau, parce qu'ils viennent d'horizons très diverses, mais il y a comme un signe d'espérance en eux, et je l'ai bien senti. On se retrouve très vite. Un grand merci à tous. merci. Merci.